Coucou les amis, j'espère que vous allez bien. Alors, comme je vous ai annoncé dans la précédente vidéo, aujourd'hui je vais vous raconter l'histoire d'une connaissance à moi que le stress a littéralement failli tuer. C'est-à-dire vraiment, je pèse les mots quand je dis ça, le stress a failli nous l'enlever de ce monde. Le but de cette vidéo, c'est de vous montrer à quel point le stress est mauvais pour la santé et donc vous devez tout faire pour éliminer de votre vie les sources de stress quand c'est possible, parce qu'il y a des sources qu'on peut éliminer, ou alors si c'est des sources qu'on ne peut pas éliminer, vraiment travailler dessus de telle sorte à les apprivoiser. Dans la prochaine vidéo, je vais vous donner mes astuces, ce que j'utilise moi personnellement pour lutter efficacement contre le stress. Dans la vidéo d'aujourd'hui, je vais juste vous raconter l'histoire. Alors, donc c'est une fille en fait que j'ai connue au pays, on se connaissait depuis le pays. Bon, on n'était pas plus proches que ça, hein. Franchement, je vais dire c'est vraiment une connaissance, mais on avait déjà eu à se côtoyer dans un cadre bien précis. Et après, on s'est perdu de vue quand je suis venue en Europe. Un jour, c'était début de crise Covid, là, vraiment les débuts, quand le Covid chauffait encore. Elle m'a contacté sur mes réseaux sociaux. Donc, elle m'a contacté sur Facebook et Instagram et j'ai pas vu le message tout de suite. En fait, bon, comme j'ai beaucoup de messages, je vois toujours les messages en décalé, parfois après 1, 2, 3 semaines. Parfois, j'ai même pas le temps de lire tous les messages, malheureusement. Donc, elle m'avait envoyé un message et quand j'ai vu son message, j'ai vu qu'en fait, elle m'envoyait un message quasiment tous les 3 jours, un point d'interrogation, quoi. Genre, elle attendait vraiment une réponse. Bon, dans le premier message, elle m'avait rien dit de particulier, hein. Elle m'avait juste demandé comment ça va. Alors, je précise que quand je suis arrivée en Europe, comme j'ai dit, on s'était perdu de vue, mais quelques temps après, on s'est ajouté sur Facebook, on s'est retrouvé sur Facebook. Donc, on s'est ajouté, mais en fait, on ne communiquait pas vraiment, il n'y avait pas d'échange particulier. On était juste là comme ça. Et donc dans le message qu'elle m'a envoyé sur mes réseaux, elle me demandait juste comment ça va. Du coup, je lui ai répondu aussi que ça va bien et toi-même. Et après, elle m'a encore répondu, mais de nouveau, ça a fait un peu de temps avant que je ne réagisse. Et elle me demandait si je pouvais l'appeler. Donc, quand j'ai vu son message, je me demandais si je pouvais l'appeler. Comme elle n'avait pas donné le motif, etc., bon, je n'ai pas vu l'urgence de la rappeler, du coup, je ne l'ai pas rappelé. Et donc, quelques temps après encore, elle m'a écrit un message cette fois-ci pour me dire « Oriane, s'il te plaît, je suis vraiment dans le besoin, je t'en supplie, rappelle-moi. » Elle m'a donné des détails, mais j'avais l'impression qu'elle était vraiment en détresse. Elle me disait vraiment « S'il te plaît, je sais que tu vas dire que je te contacte seulement quand j'ai besoin d'aide, mais je t'en supplie, ne me laisse pas tomber. » Un truc comme ça. Donc, je me suis dit, bon, ça avait l'air d'être sérieux. Du coup, à ce moment-là, elle m'avait laissé son téléphone et donc je me suis dit, je vais la rappeler le week-end. Donc, le week-end, un samedi matin, je l'ai appelée. Et c'est vrai que la première chose qui m'a frappée déjà, c'est qu'au téléphone, elle avait une dysarthrie, c'est-à-dire qu'elle avait un peu du mal à articuler. Bon, je l'entendais quand même bien, mais j'avais l'impression qu'il y avait quand même quelque chose. Et donc je lui dis comment tu vas et tout ça. Elle me dit je suis là, s'il te plaît, est-ce que je peux venir te voir au cabinet? Je lui dis oh, dis-moi qu'est-ce qui ne va pas. On peut peut-être gérer ça au téléphone, ou peut-être on peut déjà essayer d'avancer un peu au téléphone. Elle me dit non, s'il te plaît, je veux vraiment venir te voir au cabinet. Elle insiste, elle insiste. Moi, j'essaie de lui tirer les verres du nez, j'arrive pas. Et elle insiste, elle insiste, elle insiste. À un moment donné, je trouve ça bizarre. Enfin, avec du recul, j'aurais pas dû, mais le truc, c'est que c'était aussi la période où, vous savez, on empoisonnait, il y avait beaucoup de poison, on empoisonnait beaucoup les bendistes. Donc, à un moment donné, tu psychote, je me suis dit, mais peut-être que la fille, si on lui a peut-être donné ma part de poison, qu'elle va venir me donner, je sais pas, enfin, un truc comme ça. Mais, je sais pas, mon instinct me dit, bon, reçois-la quand même au cabinet et puis tu vas faire attention. Je lui ai dit que bon, ok, tu peux venir mardi. On était le week-end et comme je ne travaille pas les lundis, je lui ai donc dit que viens mardi à midi, je vais te recevoir sur ma pause. Elle me dit que ok, vraiment merci beaucoup, je te remercie vraiment beaucoup. Et elle me dit un truc avant de raccrocher, elle me dit, je te préviens, quand tu vas me voir, tu vas être choquée. Bon, j'écoute aussi et puis je dis que la paix, si vraiment, c'est un peu bizarre, mais bon, on va voir. Le mardi, donc, à l'heure du rendez-vous, elle arrive effectivement et
c'est vrai que quand je l'ai vue, j'ai été choquée. Vraiment, j'étais choquée et si je l'avais vue dans la rue, je ne l'aurais pas reconnue du tout. Elle avait maigri, mais quand je dis maigri, hein, vraiment, c'était pas la personne que j'ai connue. Et donc, elle avait aussi une minerve. Quand je l'ai vue, elle avait une minerve et un collier cervical. Et donc, je me suis empressée, bien entendu, de l'installer confortablement et j'étais toute oui. Bien entendu, je ne lui ai pas montré que j'étais un peu choquée de l'avoir dans cet état. J'ai essayé de rester neutre sur mes émotions et de l'accueillir de façon très bienveillante. Et je lui ai dit que dis-moi qu'est-ce qui ne va pas, etc. Et donc elle arrivait d'abord, quand elle est arrivée sur mon bureau, elle était comme ça. Mais vraiment, elle me dit que Oriane, elle me regarde, elle me dit Oriane, regarde ce que je suis devenue. Elle reste comme ça, je dis qu'elle parle, je t'écoute, dis-moi qu'est-ce qui ne va pas. Et elle est venue, elle avait une imagerie, elle avait une pochette d'imagerie à côté d'elle. Donc je lui demande, est-ce que je peux voir l'imagerie? Elle me dit que non, attends d'abord, je te raconte d'abord. Elle reste comme ça, il s'est écoulé peut-être 10 minutes, hein. Elle n'arrivait pas à elle ne savait pas par où elle devait commencer en fait. Je lui ai laissé le temps, je lui ai dit, commence par le commencement, commence par où tu veux. Et dans l'histoire, c'est quoi? En fait, 2 ans avant, elle était arrivée, elle aussi en Europe, donc dans un pays, je ne vais pas dire le pays pour ne pas donner trop de détails, mais c'est un pays où on ne parlait pas français. Donc elle est arrivée pour faire un master et ça ne s'est pas bien passé parce qu'elle avait vraiment du mal avec la langue. Donc à la suite de ça, donc, elle a voulu venir continuer en France, vu qu'on parle français, ça allait être plus évident pour elle. Mais le problème, c'est que vous connaissez la France avec ses concours. Donc, il fallait qu'elle passe des équivalences qu'elle n'a pas réussi. Et en fait, le problème de la France, c'est même pas que les concours sont difficiles, mais c'est qu'il y a beaucoup trop de candidats pour le nombre de postes disponibles. Et donc elle n'a pas réussi. Et donc, elle s'est retrouvée en France quelques mois après. Donc, le visa a expiré et elle ne savait pas quoi faire. En plus, comme je disais, c'était un peu début Covid. Donc, même pour trouver quelque chose, c'était compliqué. Elle se retrouvait donc comme ça, du jour au lendemain, sans papier, puisque le visa avait expiré. Elle était venue de façon normale, de façon tout à fait légale, mais son visa a expiré. Et donc elle a commencé à réfléchir et une des options qu'elle a trouvées, comme beaucoup de femmes, c'était de faire un enfant avec un Français pour avoir les papiers. Et donc, elle a très rapidement, c'était une jolie fille, c'est une jolie fille, hein, enfin, telle que je l'ai connue, c'était vraiment une fille très jolie, avec des formes, etc. Et donc, elle a facilement trouvé donc, un gars qui est tombé amoureux d'elle, qu'elle a réussi à séduire, et donc elle s'est mise avec le gars, et très rapidement aussi, elle a aménagé avec lui, parce que financièrement parlant aussi, ses réserves qu'elle avait apportées en venant commençaient déjà à s'amenuire, puisqu'elle ne travaillait pas, etc. Elle n'arrivait pas à trouver de job parce que c'était difficile à cette période-là de Covid. Et donc, elle a aménagé avec le gars. Et donc, elle est très rapidement tombée enceinte aussi. Et pendant qu'elle était enceinte, je ne sais pas comment ça s'est passé. Le gars a su qu'elle était avec lui juste par intérêt, en fait. Je ne sais pas s'il a écouté des messages ou une conversation, je ne sais pas. Mais il a su et du coup, il l'a mise à la porte. Il l'a mise à la porte et surtout, il a commencé à la menacer de dire tout à la police, etc., etc. Voilà comment le stress de l'enfant commence. Donc quand elle est à la porte comme ça, elle appelle le 115, le SAMU social qui lui trouve un logement et qui commence à la balader de logement. Vous savez que le SAMU social, en fait, tout est une question de priorité. Il y a toujours des gens plus prioritaires que toi. Quelqu'un, par exemple, qui est une femme enceinte, par exemple, oui, par rapport à moi, elle est prioritaire, mais par rapport à une autre femme qui vient d'accoucher et qui a un nouveau-né, elle n'est pas prioritaire. Du coup, on la baladait, on la mettait ici une semaine, après on la mettait où il y avait de la place, donc on la trimballait comme ça, dans son état, vraiment, elle était fatiguée, épuisée. Elle a quand même réussi à accoucher. Et elle a toujours continué à rester dans les SAMU sociaux, etc. Et elle ne voyait pas, enfin, c'est-à-dire que c'est quelqu'un vraiment qui est très intelligente, hein. Je l'ai connue très intelligente et tout, qui est venue vraiment en Europe avec le rêve de l'Europe et qui se retrouve dans une situation de misère comme ça. Elle a commencé à
voilà, a réfléchi par rapport à son devenir. Et c'est comme ça qu'elle a commencé à maigrir. Elle a commencé à avoir des maux de tête, des violents maux de tête. Elle mettait tout ça sur le compte du stress, bien évidemment, de sa situation et tout ça. Et elle ne pensait pas à consulter, ou même parfois quand elle ne pouvait même pas consulter parce qu'elle avait un médecin qui faisait des dépassements d'honoraires. Du coup, financièrement parlant, c'était compliqué. Du coup, elle allait chaque fois directement à la pharmacie prendre des médicaments pour les maux de tête, etc. En tout cas, elle a fait au moins 1 an comme ça de stress perpétuel, de ne pas savoir ce qu'elle allait devenir, etc., etc. Et puis en fait, un jour, elle est tombée. Elle marchait dans la rue avec son fils, elle est tombée, le SAMU est arrivé, on l'a amenée à l'hôpital et comme elle a mis du temps avant de réagir, on s'est dit qu'il y avait peut-être un truc, on lui a donc fait faire une imagerie cérébrale, un scanner cérébral qu'elle avait donc apporté. Et donc à ce moment de l'histoire-là, elle me tend donc l'imagerie cérébrale, elle me dit, reviens toi-même, regarde. J'ouvre l'imagerie cérébrale, effectivement, waouh, c'est-à-dire que je ne suis pas radiologue, hein, mais il n'y avait pas besoin d'être médecin pour voir l'énorme tumeur qu'il y avait dans sa tête. La tumeur faisait facile 1/3 du cerveau, quoi. J'avais jamais vu ça, jamais vu. Et je me demandais même comment elle faisait pour tenir debout, tellement la tumeur avait envahi le cerveau et les structures particulières. Je me demandais, et notamment la structure du langage, c'est ça qu'elle avait un peu du mal à articuler. Et je lui ai demandé, mais qu'est-ce que tu fais là? Comment est-ce que l'hôpital t'a laissé sortir avec un scanner comme ça? Et elle me dit, non, en fait, ils ont voulu m'opérer, mais j'ai refusé. Donc effectivement, on lui avait proposé l'opération, mais elle a eu peur, ce qui est normal. Hein. On te dit qu'on va t'ouvrir le cerveau. Bien entendu, tu ne dis pas oui, venez, enfin, tu prends peur. Et donc, elle a eu très peur. Et donc, elle a refusé sur le coup. Et elle avait aussi sa famille qui lui disait non, ne fais pas ça et tout. Et donc, en fait, elle voulait justement me voir pour avoir mon avis. Donc, immédiatement, j'ai contacté une amie qui est neurologue que je connais personnellement, qui m'a, elle, adressé à une de ses collègues qui est plus spécialisée dans le tumeur du cerveau. Et quand je lui ai envoyé la photo donc, à sa confrère que je ne connaissais pas, donc je me suis présentée, j'ai envoyé la photo et immédiatement, elle m'a rappelé. Elle m'a dit, mais la patiente est où? Il faut l'amener, tout ça. Bon, j'ai expliqué aussi à ce médecin-là que voilà, qu'elle a un peu peur, etc. Est-ce que c'est possible de la recevoir en consultation pour lui expliquer les tenants et les aboutissants de l'opération? Est-ce que si elle ne s'est pas opérée, qu'est-ce qu'on attend, etc. Est-ce qu'il y a des possibilités de traitement adjuvant, chimiothérapie, radiothérapie, etc. Et bon, au téléphone, déjà, le médecin m'a expliqué que, vu la taille de la tumeur, il n'y a aucun traitement adjuvant qui va faire, qu'il fallait en tout cas qu'on opère d'abord une partie avant de tester les traitements adjuvants pour terminer le travail. Voilà, entre guillemets, je vous fais la version simple. Donc elle m'a dit que, en tout cas elle m'a laissé son contact, elle m'a dit que si la patiente prend sa décision, qu'elle vient la voir à n'importe quel moment. Donc voilà, je fais dans le compte rendu à ma copine et donc elle me dit qu'elle va réfléchir. Et avant de partir, elle me dit, Oriane, vraiment, si je fais cette opération et que je me lève de la table d'opération, ma vie va changer. Ma vie ne sera plus la même. Elle me dit, vraiment, je vais d'abord rentrer au pays, je vais partir faire 1 an chez ma maman, à dormir, manger ce qu'elle va préparer, à ne me soucier de rien du tout, parce qu'elle me dit, Oriane, je suis persuadée que c'est ma situation qui a provoqué ça. Parce que quand elle est arrivée en Europe, comme beaucoup de personnes d'ailleurs, elle avait fait un check-up en général, quand on arrive, on fait un bilan complet, etc. Il n'y avait rien. Et elle me dit qu'elle est sûre enfin, je ne sais pas si vous connaissez l'expression se faire des nœuds au cerveau. Quand tu réfléchis souvent trop, tu as l'impression de te dire que tu vas te faire des nœuds au cerveau. Là, clairement, c'était typiquement la situation, quoi. Et alors, bon, on peut se poser des questions. Hein. Peut-être qu'elle avait déjà ça en menant, peut-être que le stress a juste majoré les choses. En tout cas, le stress, il a certainement été pour quelque chose. Et en tout cas, il a surtout retardé la prise en charge parce qu'elle a commencé à maigrir, à avoir des maux de tête et elle mettait ça sur le compte du stress. S'il n'y avait pas de situation de stress, elle aurait tout de suite consulté son médecin comme vous aurez certainement fait aussi. Mais comme elle savait qu'elle était dans une situation compliquée et que le stress pouvait donner ces symptômes-là, elle n'a pas consulté. Donc, il s'est écoulé plusieurs mois avant qu'on ne découvre cette tumeur. Donc, en tout cas, le stress y a joué beaucoup. Donc quelques jours après, elle m'a contacté, elle m'a dit que ok, qu'elle a pris sa décision, qu'elle va aller voir la neurochirurgienne. Donc j'ai recontacté la neurochirurgienne qui a organisé le rendez-vous, elle a refait, etc. Elle s'est fait opérer, Dieu merci, l'opération s'est très bien passée.
Et donc, par la suite, elle a fait un peu de chimio. Et actuellement, elle est en rééducation parce que dans les suites de l'opération, elle a eu un peu des troubles de la déglutition. Et puis, elle continue toujours à avoir un peu de mal à articuler. Donc, elle fait actuellement la rééducation. Donc, voilà comment est-ce que le stress peut bousiller la santé de quelqu'un. Là, on est sur un cas extrême, hein, mais le stress, et peut-être que vous avez déjà fait les frais, peut donner tout genre de symptômes. On connaît les classiques ulcères de l'estomac, tu peux facilement te faire un ulcère de l'estomac à cause du stress, tu peux te provoquer une hypertension artérielle et même une poussée d'hypertension qui peut aller éclater un vaisseau dans le cerveau et tu te retrouves avec un AVC. Sur le plan dermatologique aussi, le stress peut provoquer des poussées d'acné, des poussées d'eczéma, etc. Enfin, tout, le stress peut tout donner. Et donc, c'est important de savoir éliminer les sources de stress de sa vie. Parfois, il y en a beaucoup trop. Et de savoir aussi apprivoiser certaines sources, des sources de stress qu'on ne peut pas balayer du revers de la main. Il faut vivre avec, il faut apprivoiser. C'est important en tout cas de ne pas négliger cet aspect-là. Je vous propose dans la prochaine vidéo de vous donner mes astuces à moi que j'utilise pour lutter contre le stress quasi quotidiennement. On est tous soumis au stress, hein, ça vraiment, faut pas, voilà, tout le monde est soumis au stress. Et la façon, ce qui différencie en fait les uns et les autres, c'est surtout la façon dont on gère ce stress-là. Et donc je vous dirai dans la prochaine vidéo comment moi je fais au quotidien pour ne pas être stressé. Voilà. Dites-moi ce que vous pensez de cette histoire. Est-ce que vous avez d'autres histoires similaires? Voilà. Vos réactions, je les attends avec plaisir dans les commentaires. À très bientôt pour la prochaine vidéo. Ciao.